Alors qu'on arrive gentiment à la fin de cette saison, je me réjouis de pouvoir prendre cet épisode spécial qui sera un peu plus long, où je m'assois au travers de Zoom avec Christian Kuhn. Tu pourras le découvrir, le rencontrer. C'est un homme qui a de multiples casquettes, qui a travaillé depuis longtemps aussi avec les équipes, à lever des équipes, et à aussi coacher, accompagner, superviser des équipes. Et du coup, on va parler de ça. Ça a été tout le propos de cette saison. Puis du coup, c'est cool de pouvoir finir avec ce type d'interview, d'entendre. Moi, j'ai aimé faire cette interview. J'ai pris des notes pendant cette interview. Donc, installe-toi, prends des notes. On a essayé d'être aussi pratique et concret et profite de cette conversation. Hey, salut Christian, merci de prendre ce temps et d'être avec moi ce matin. Salut Yves. Merci beaucoup de m'accueillir, c'est chouette. C'est vraiment une joie, Christian. Je t'apprécie, on se connaît depuis quelques années maintenant, et puis je suis toujours challengé, stimulé aussi par nos conversations. J'aime beaucoup aussi ce que tu vis et ce que tu développes. Alors plutôt que moi essayer de présenter Christian Kuhn avec ses multiples facettes, je te propose toi de te présenter comme tu le désires pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Ok, je vais essayer ça. Euh, voilà, Christian Kuhn, je suis marié, j'ai deux enfants qui sont relativement jeunes pour mon âge, j'ai la cinquantaine déjà, 11 ans et 16 ans. Et puis, je suis ingénieur en informatique de formation, c'est du cérébral au départ et finalement, j'ai progressivement switché sur du plus relationnel, comme pasteur jeunesse d'abord, animateur jeunesse, pasteur jeunesse, ensuite pasteur ou responsable d'équipe justement. Et finalement, progressivement, les choses se sont développées. Je me retrouve aujourd'hui avec un peu, on peut dire, un ministère un peu multicasquette à plusieurs niveaux, notamment avec le réseau évangélique suisse, où j'ai eu plaisir à soutenir tout ce qui se fait dans le contexte évangélique. Et on est aussi en développement d'un mouvement de discipulat, on appelle ça. C'est un mouvement qui focalise pas trop sur l'implantation d'églises, mais plus sur la multiplication de disciples. Et il y a de la multiplication d'églises à la clé, parce que quand on a de plus en plus de disciples, on a besoin de plus en plus d'églises aussi. Donc voilà, je suis quelqu'un plutôt de passionné, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. Je pense, un petit côté pionnier comme ça. Et j'ai du plaisir à simplement essayer de suivre Jésus au mieux dans ce qu'il me confie. Et puis voilà, j'ai l'occasion aussi d'enseigner un petit peu dans quelques écoles bibliques, et surtout du leadership. Ça tombe bien. Donc on verra si je peux apporter deux, trois pierres à l'édifice, si ça se trouve. Ouais. Et c'est génial, merci. Tu as très bien réussi l'exercice, je trouve. En tout cas, je pense pas que j'aurais pu, de façon aussi concise, bien identifier les choses. Bravo, merci. Justement, travail d'équipe, c'est un petit peu ce qui nous intéresse dans cette saison. Et puis, tu l'as mentionné. Je vais directement lancer la première question, mais finalement, est-ce que pour toi, le travail d'équipe, ouais, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est annexe? Pourquoi pas travailler en équipe? Est-ce qu'au contraire, on fonce d'abord, puis on verra si jamais peut-être une fois l'équipe, ou même à éviter trop de problèmes, les équipes? Comment est-ce que toi, tu te situes par rapport au travail d'équipe? Alors, je me dois de dire oui, oui, c'est une nécessité, clairement. Je ne serais pas biblique si j'y reviendrai plus tard, mais je ne serais pas biblique si je ne le disais pas de cette manière-là. Mais un petit peu quand même, quand je compare un gros marteau et une hache, je vais peut-être plutôt prendre la hache pour couper un arbre, et puis le gros marteau, je pourrais le faire aussi, l'arbre tomberait tôt ou tard, mais ça me demanderait beaucoup plus d'énergie. Donc des fois, le fait d'être tranchant, d'avoir un profil spécifique en avant, un peu moins en équipe. Quoique le fil d'une hache est quand même en relation avec le reste de la hache, donc on peut dire que c'est aussi du travail d'équipe, mais un peu spécifique, mais bref, je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais moi, je crois que principalement, oui, pour moi, c'est une nécessité. C'est une nécessité pour vraiment durer aussi, pour faire du travail voilà, qui est pas simplement de l'ordre de la percée, par exemple, mais vraiment quelque chose qui dure sur le long terme aussi. Mais j'ai aussi dire que dans ma personnalité, dans qui je suis, à mon côté un peu pionnier, des fois, le travail d'équipe, il me gonfle un peu, il m'agace un peu, il me fatigue un peu. Et je dois dire que les modes différents à l'intérieur du travail d'équipe m'intéressent beaucoup. Je peux Mhm. rester en équipe en étant seul aussi par moment. Et c'est ces moments-là aussi des fois qui permettent des percées tout en élargissant par la suite. Ouais. Mais Eh oui, ben, une nécessité, clairement.
Mais j'aime bien ce que tu dis parce que finalement, c'est une nécessité, mais ça ne veut pas forcément dire que ça doit tout le temps s'appliquer ou bien qu'il y a une formule d'équipe parfaite qui ira bien pour tous les contextes. C'est plutôt, si je t'entends bien, un peu comme un principe ou une valeur. On veut travailler en collaboration. Puis maintenant, on doit l'adapter un peu au contexte par rapport au travail qui est demandé ou à la situation du moment pour l'équipe. Et puis par moment, c'est tout à fait aussi possible et peut-être même nécessaire de foncer un peu plus seul ou bien de... C'est ça que j'entends un peu. Ce que j'essaie de souligner effectivement, avec quand même, peut-être pour ceux qui se reconnaissent un peu dans le profil pionnier, qui aiment bien aussi des fois défricher un peu, aller de l'avant, si dans la tête ou dans le cœur de la personne, il n'y a pas cette valeur du travail d'équipe, eh bien la communication va manquer. On va pas prendre les gens avec, on va faire une belle percée, mais on sera tout seul de l'autre côté dans la nouvelle réalité. Mais l'équipe aura pas suivi. Finalement, ça sera très difficile de reconnecter les wagons, suivant comment. Donc, le fait d'être en équipe, en étant seul aussi, ça fait penser à plein de choses. Ça fait penser à je ne suis pas seul, malgré le fait qu'aujourd'hui, j'utilise certains dons, certaines capacités qui me sont propres, qui me sont très spécifiques peut-être. Il n'y en a pas d'autres dans l'équipe, possiblement. Mais je peux l'utiliser librement parce que les autres me libèrent aussi pour le faire. Et de ce fait-là, je ne suis pas seul, malgré le fait que je suis seul. Enfin, je suis Mhm. seul en train d'œuvrer sur certains aspects. Pour moi, le travail d'équipe, c'est pas un agglomérat de Ouais. personnes qui continuellement doivent être ensemble. Je peux même, dans mon quotidien tout seul, en voiture, me sentir en équipe parce que j'ai vraiment développé le fond, finalement, le socle qui permet de vivre cette réalité dans tout ce qui nous est confié. Et j'aime beaucoup ce que tu dis là. Et ouais, je me retrouve aussi beaucoup dans ce que tu dis. C'est pas juste voilà, un agglomérat de personnes et puis on doit tout le temps être ensemble, mais c'est plutôt presque un état d'esprit, finalement, une manière de comprendre les différentes tâches qui nous sont confiées. Euh, Maintenant, tu as dit aussi au départ, c'était un peu, pour être biblique, il faut répondre oui au travail d'équipe. Mais concrètement, est-ce que tu verrais, peut-être hors du contexte biblique, pourquoi c'est nécessaire ou important de travailler en équipe? Quels sont un petit peu les avantages si on est purement sur du leadership, de valoriser puis de chercher à travailler en équipe? Alors, je dirais que ça dépend un peu des modèles d'organisation dans lesquels on se trouve. Quand on rembobine le temps un peu, on voit qu'au tournant du siècle passé, c'était principalement des gros leaders, entre guillemets, monolithiques qui faisaient la différence. Hein. On écrivait des livres sur les héros de la foi, enfin, et pas seulement de la foi, aussi dans l'économie. Hein. Les modèles étaient beaucoup axés sur des pivots très forts qui se retrouvaient au haut d'une pyramide et qui avaient cette capacité d'influencer sur une structure. Et ça a marché, ça a vraiment marché dans ce contexte-là. Et on réalise quand même qu'avec le temps, les structures ont évolué. On essaie d'avoir des structures un peu moins pyramidales, de garder une structure leadership quand même présente ou des fois même plus dans certaines organisations. Mais ça montre simplement que euh, le, le besoin d'avoir un leadership qui est adapté au contexte, eh bien, ça peut nécessiter justement un élargissement. Et actuellement, je dirais la tendance va plutôt vers du communautaire ou plutôt un leadership consultatif, un leadership inclusif, où on essaye de pas simplement y aller par notre propre initiative, mais où on consulte aussi les gens, il y a des conseillers, il y a des personnes qui sont dans l'équipe, des personnes autour de l'équipe. Et finalement, la structure leadership d'une organisation, d'un groupe, d'un projet, peu importe quoi, c'est quelque chose qui, de nos jours, en tout cas, de plus en plus s'appuie sur une diversité de charisme, une diversité de dons, de compétences aussi, parce que je crois qu'à partir de la génération X, on a bien compris que seul, on ne va pas y arriver. Peut-être Mhm. mon père, boomer, avait encore ce sentiment que tout seul, il pourrait faire une percée, là. Et il l'a fait dans son domaine. Euh, mais dans ma génération, en tout cas, on comprend bien que oui, j'ai des compétences, mais je ne les ai pas toutes. Et j'ai besoin d'être complété, même de nombreuses fois, multiples fois, pour pouvoir arriver à un objectif commun. Même si Mhm. peut-être ma contribution sera déterminante à une certaine phase du projet, la contribution de quelqu'un d'autre dans l'équipe sera déterminante aussi. Et on peut s'en Ouais. réjouir. Ça nécessite évidemment un peu, on le sent déjà un petit peu pointé, hein. Si l'autre a des charismes plus saillants que les miens, ou plus intéressants, ou plus loués, ou plus reconnus que les miens, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça induit chez moi? On voit déjà que on augmente la complexité. Hein. Quand on est Ouais. seul au lead, quelque part,
on en impose pas mal. Les gens dansent d'après notre baguette, notre musique. Et finalement, c'est presque plus simple. Alors que c'est pas forcément plus pérenne, en tout cas de notre époque. Ouais, c'est intéressant, ça me fait penser à ce dicton un petit peu, un seul on va vite, ensemble on va loin. Ça me fait penser à ça, la question de pérenniser les choses, la question aussi de comprendre la complexité, de rejoindre peut-être avec même si on a des forces, même si on a des talents, il y a aussi ben, ces fameuses zones d'ombre, ces fameux angles morts, des choses sur lesquelles on est moins fort, puis on a besoin des autres, hein. Merci beaucoup. Tu as travaillé depuis pas mal de temps en équipe. Tu as été aussi soutenir, accompagner des équipes dans certaines situations. Je serais curieux d'entendre pour toi quels sont peut-être les pièges récurrents ou les défis classiques, un peu tu sais, ok, c'est quasiment sûr qu'en équipe, on va batailler avec ces deux, trois sujets ou ces deux, trois réalités. Pour toi, c'est quoi un peu les défis classiques du travail d'équipe? Alors, j'ai commencé un peu à les lister pour moi dans ma tête ça m'a pris beaucoup de temps, en fait, parce qu'il y en avait de plus en plus. Donc, je me suis dit que c'est quand même une catastrophe, ce travail d'équipe, c'est une galère. Pourquoi est-ce qu'on se lance là-dedans? Mais réellement, j'y crois. Donc, je vais quand même en souligner quelques-uns volontiers. Euh, un des défis que je rencontre souvent, quand même, un piège, c'est qu'on fait en équipe sans vraiment être en équipe. C'est cette différence. Hmm. Et j'aime bien intituler aussi, tu m'as transmis le titre un peu de la rencontre là, euh, travailler en équipe. De notre génération, de la génération suivante, l'idée de travailler en équipe, on a compris ça. Très souvent, la génération qui nous a précédés a travaillé avec une équipe. Autrement dit, c'était une Hmm. personne avec des ressources finalement qui étaient à disposition et qui lui permettaient d'accomplir une certaine tâche, un certain travail. En l'occurrence, le fait de se retrouver en équipe, ça induit forcément un élément relationnel, une sorte de connexion relationnelle. C'est pas juste des fonctions qui s'imbriquent ou qui se complémentent, qui se complètent à l'intérieur d'un lot de compétences, mais vraiment on est dans quelque chose, dans une construction relationnelle. Et ce que j'observe, c'est que on peut tomber dans du fonctionnel. C'est un peu cette interpellation du Marthe et du Marie. On voit que le Marie au pied de Jésus, Jésus disait qu'elle prenait la meilleure part, hein, elle s'occupe, enfin, la meilleure part de l'histoire. Marthe s'activait, probablement qu'elle savait aussi s'arrêter, mais en l'occurrence, dans cette séquence, elle était plutôt en train d'œuvrer. Le risque, c'est ça, c'est qu'on tombe dans du faire avec une équipe. Même Marthe, elle faisait seule. Bon, si elles étaient trois, elle l'aurait peut-être fait ensemble, ce truc, ce ménage où je ne sais pas ce qu'elle faisait à manger. Mais simplement, ça, c'est une des dérives que j'observe beaucoup. On en a, par exemple, quand on a démarré notre mouvement de discipulat, on a pris quasiment 2 années pour se frotter les uns aux autres. On avait déjà des agendas relativement chargés, mais on se prenait chaque mercredi de 16 heures à 22 heures, où vraiment, on se frottait les uns aux autres, on faisait connaissance, on est devenu vraiment une équipe. On a pu travailler en équipe parce que on était relationnellement connectés. Un autre piège que j'observe souvent, tu interviens sans autre, hein, si tu veux. En fait, non, non, je veux juste souligner ça parce qu'on le voit beaucoup ben, dans les équipes, on va dire dans le sport d'équipe. Tu réunis les meilleurs talents, littéralement ceux qui ont fait leurs preuves à chacun des postes, et c'est pas pour autant qu'on va avoir une équipe qui gagne nécessairement. Et il y a cette réalité, on l'appelle des fois l'alchimie, un petit peu, hein, c'est ce truc qui lie les gens, puis on tire ensemble à la même corde. Et j'aime beaucoup regarder les compétitions internationales parce que on attend toujours un peu cet outsider qui a pas du tout les meilleurs joueurs, mais il y a quelque chose qui fait qu'ils vont réussir à avancer dans la compétition. Puis juste souligner cette importance du être ensemble et pas seulement du faire ensemble. Ouais. Cette bonne image, l'image de l'équipe de sport. Euh, J'ai une pensée en tête, ça m'a échappé. Pas de souci. Le, le- le fait de vivre un assessment, l'assessment, c'est un terme qu'on utilise un peu plus souvent maintenant, c'est un peu d'avoir une sorte d'image, une sorte de radiographie des personnes, hein, les compétences, les différentes caractéristiques. Et cet assessment est souvent nécessaire un petit peu pour construire une équipe qui va pouvoir travailler en équipe. Quand je regarde, par exemple, la constitution de notre Conseil fédéral, il est principalement fait sur des réalités factuelles, donc des personnes qui ont des compétences dans tel ou tel domaine, qui ont un pédigré, qui ont même une expérience, etc. Mais rarement on se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas un liant, quelqu'un qui a tel ou tel aspect, quelqu'un qui amène tel ou tel aspect?
Et finalement, dans cet exemple précis, je ne critique pas notre conseil fédéral, j'apprécie leur travail et même le modèle, mais simplement l'assessment, il n'est pas fait à ce niveau-là. Et quand nous, on développe des équipes, peut-être que de plus en plus, si on veut éviter certains pièges, dans 3 profils identiques, c'est peut-être pas très utile, mais d'avoir des profils qui sont complémentaires, où on se dit, mais là, il nous faudrait quelqu'un qui est capable de peut-être gérer toute l'administration, qui a peut-être plus un cœur consciencieux, qui aime les petits détails. Moi, par exemple, j'aime pas du tout les détails. Je suis heureux d'être marié avec une épouse qui raffole de ça. On se complète très bien. C'est pas toujours facile pour gérer, évidemment, mais parce que ça induit beaucoup de tension. Mais en même temps, c'est tellement, tellement excellent de pouvoir être en équipe avec des gens qui nous complètent. Donc, un assessment de qualité permet aussi, finalement, après, d'avoir une équipe qui est vraiment complète, qui est solide. J'aime beaucoup cette idée aussi qui est transmise dans Ephésiens 4:11 avec ces 5 profils ministériels, là, ces 5 facettes ministérielles qui sont proposées là. Personnellement, je crois qu'on a tous une combinaison de tous ces éléments-là, plus ou moins prononcés dans nos vies. On réalise aussi que entre ces différentes facettes, il y a des tensions réelles qui sont induites. Par exemple, d'où vient l'inspiration, d'où vient la révélation? Le prophète va dire, mais elle vient de l'esprit qui nous inspire, évidemment, tout ça. Puis le docteur, il va dire, mais non, mon ami, c'est clairement la parole qui nous fonde. Donc, il y a Les déjà Écritures, ça. ouais. Et puis après, il y a une personne qui est liante, qui est peut-être plus apostolique, qui va dire, mais non, les amis, c'est les deux. Donc, il y a un peu cette réalité des tensions induites, aussi l'aspect évangélistique et l'aspect pastoral, où finalement, le berger ou la personne pastorale connaît relativement bien les défis que vivent les gens dans leur vie. Et puis après, l'évangéliste qui les invite à aller dans la rue, et le berger aura peut-être tendance à dire, mais on calme le jeu, tu n'imagines pas tout ce que ces personnes vivent dans leur vie, etc. Donc, un nouveau champ de tension. Donc, le fait de considérer ces champs de tension comme quelque chose d'utile, de constructif, eh bien, ça amène à une équipe à se développer. Et puis, à l'inverse, ça peut être un piège de devenir comme exclusif sur l'un ou l'autre de ces éléments ministériels, quoi. Avant que tu passes à un prochain défi, volontiers, de façon vraiment très pragmatique, un peu concrète, si des gens se disent, il a parlé d'assessment, est-ce que tu aurais 1, 2 ou 3 outils concrets où ils peuvent aller faire de la recherche et peut-être utiliser des outils d'assessment, justement? Sûr. Bien sûr, on utilise beaucoup ces petits outils, que ce soit dans le discipulat, dans l'accompagnement individuel d'une personne ou même en groupe, ou bien quand on a une équipe de leadership qui se met en place. On utilise beaucoup, et nous, mais aussi beaucoup de gens utilisent, par exemple, des outils comme le disque de Persologue qui donne des résultats qui sont même utilisables dans un CV, ce qui n'est pas inintéressant hein, quand on présente pour un poste de travail, de pouvoir dire, mais moi, je suis plutôt tel ou tel profil. C'est quelque chose qui aide aussi dans la recherche d'emploi même. Donc, le disque est quelque chose d'assez intéressant. Nous, on utilise aussi le Belbin. Belbin permet de trouver parmi 9 profils de travail en équipe. Et ce petit outil-là est vraiment utile du moment qu'on veut justement passer à la dimension plus collective, pas seulement l'assessment personnel, mais aussi au niveau de l'équipe. On utilise aussi volontiers le petit test qu'on a développé avec quelques amis il y a quelques années aussi, sur les 5 ministères, c'est 5 en chiffres, ministère au pluriel sans aigu ou accent comme ça, .ch. C'est un petit test gratuit, une centaine d'affirmations, et à la fin, on a justement cette combinaison des facettes ministérielles. Et on peut le faire plusieurs fois, autant de fois qu'on veut, c'est gratuit. On ne peut pas le faire 10 fois de suite, évidemment, mais tous les 6 mois ou comme ça. J'apprécie le faire parce que je vois que, par exemple, si je fais The Turning, par exemple, en automne, je verrai ma facette évangélistique renforcée légèrement à la suite de ça, parce que j'ai plus de courage. Peut-être c'est pas ma matière première en moi qui change, mais c'est plus le fait d'avoir aussi osé entraîner tel ou tel aspect, tel ou tel don, où ça va se renforcer. Donc, ça, c'est tous les outils qui sont utiles. Il y a aussi le Strength Finder, il y a aussi les énéagrammes qui peuvent être intéressants. Ça vient plus du monde ésotérique, mais en même temps, ça donne des indications qui sont tout à fait utilisables. Donc voilà, chacun trouve un peu ses outils préférés. Il y a aussi le Birkman, c'est un test extraordinaire, vraiment d'une précision redoutable. Tu peux aussi le faire avec ton couple, par exemple, où tu verras dans le travail d'équipe de couple, parce que là, on parle aussi d'une équipe, hein, où vont être les points de force et où vont être les points de défi aussi. Et ça évite peut-être aussi certains écueils dans certains moments. Donc, ces outils sont pas un but en soi, c'est simplement des indicateurs. Et moi, j'aime beaucoup cette idée aussi que Dieu nous a créés avec des talents, avec des spécificités, un caractère, un tempérament, etc.
qui tous pointent sur les œuvres préparées d'avance. Éphésiens 2:10. Mhm, mhm. Donc, il y a une cohérence entre ce que Dieu met dans notre vie et finalement ce qu'on est appelé à faire et faire aussi avec d'autres. Donc, de connaître un petit peu mieux certains éléments en termes d'assessment, ça permet aussi après, dans les œuvres préparées d'avance, de se sentir à l'aise, de savoir on est dans le bon film, en train de faire les bonnes choses. Et merci beaucoup pour ces exemples aussi, comme ça permet pour les gens qui seraient intéressés d'aller chercher, c'est top. Est-ce que tu aurais encore un piège, un défi classique du travail d'équipe? Alors, le défi principal, je trouve, peut-être un tout petit peu moins en Suisse, je vois nos amis français qui galèrent un peu plus, et les Belges, avec cette réalité-là, c'est le défi du contrôle au sein d'une équipe. On dit des fois, je me demande des fois, qu'est-ce qui pousse sous un eucalyptus en Afrique? La réponse est rien du tout, parce que l'eucalyptus, il utilise toutes les ressources à un moment donné. Le contrôle agit un peu de la même manière. Au sein d'une équipe, on arrive des fois comme assécher certains domaines de l'équipe, certains domaines d'action de l'équipe aussi. Si une personne exerce trop de contrôle, et le contrôle peut être de différents niveaux, hein. Ça peut être quelque chose de complètement inconscient, ou ça peut être quelque chose qui est basé sur une insécurité, voilà, c'est souvent la peur qui induit le contrôle, hein, quand on est craintif, on essaye de maîtriser son environnement, et donc on prend les choses en main, et finalement c'est quelque chose qui fige les possibilités au sein d'une équipe. Ça donne comme quand vous faites de la poterie, c'est comme s'il y avait des bouts durs dans votre terre glaise et vous n'arrivez plus à modeler les choses comme vous devriez pouvoir le faire. Et dans ce sens-là, le fait de faire un travail régulier sur le lâcher prise, le contrôle, déposé vraiment explicitement aussi à la croix et autres, moi je l'encourage au sein des équipes. Moi je le fais personnellement depuis que j'ai aussi dû régler un certain nombre de choses dans ma vie à ce sujet. Depuis ce moment-là, chaque année, je fais ces petites vérifications avec quelques amis pour être complètement sûr que ce contrôle n'arrive pas. Parce que des fois, le contrôle a l'air très sain, comme ça, très inspirant, très protecteur aussi, mais dans le fond, c'est quelque chose qui limite vraiment la multiplication et le développement. Donc, c'est un peu la toxine, c'est un peu toxique au sein de l'équipe. J'aime beaucoup ce que tu dis, puis sur cette dimension-là, ce que j'ai pu constater en tout cas, c'est que euh, c'est souvent difficile à identifier au départ. Parce que ça peut prendre un peu l'apparence de quelque chose de bienveillant, hein. On veut juste vérifier que ça se passe bien, on veut juste s'assurer, on veut juste... Et des fois, c'est sournois. Et je dis pas que la personne qui fait ça est sournoise, hein, mais la dynamique, le principe, le fonctionnement est sournois parce qu'on ne l'identifie pas. Mais petit à petit, on sent que ça commence à crisper les gens, on sent on ose un peu moins, on sent on a de la peine à partager certaines choses. Je trouve que c'est très difficile des fois d'identifier quand le contrôle commence à prendre place. Et je trouve intéressant ce que tu dis de régulièrement en fait, faire un travail de déposer ça, de dire en fait on refuse, on veut pas être là-dedans. Et c'est une clé que je veux moi-même garder en tout cas. Ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Merci. Juste peut-être une dernière chose. J'ai travaillé à l'UBS comme ingénieur dans une équipe. Et en fait, on avait des problèmes techniques vraiment conséquents à résoudre qui, des fois, vraiment nous prenaient vraiment la tête, mais on arrivait toujours à les résoudre. C'est assez étonnant. Par contre, les tensions intra-humaines, des fois, on n'arrivait pas à les résoudre. Donc, c'est quand même intéressant de voir que il peut y avoir des défis conséquents sur le plan technique, sur le plan de la chose à réaliser avec l'équipe, et on y arrive. Par contre, des fois, quand il y a des réalités intra-humaines, des manques de sanctification aussi, alors là, en l'occurrence, à l'UBS, c'était pas forcément dans une équipe engagée avec eux, mais je le vois aujourd'hui aussi dans certaines équipes, quand il y a des personnes qui sont en chemin, on est tous en chemin, on a tous des choses à régler, mais quand il y a quelque chose de plus conséquent qui peut bloquer une personne individuellement, ça peut non seulement bloquer la personne, mais aussi toute l'équipe dans son fonctionnement, dans sa complémentarité, dans sa fluidité, dans sa culture aussi, une culture peut-être d'encouragement, d'honneur, etc. Eh bien, ça peut être vraiment assez dramatique. Donc, le fait d'avoir comme une espèce de responsabilité personnelle au sein de l'équipe, de travailler sur soi-même, de continuer à exercer l'humilité aussi, de pas se prendre le chou, voilà, d'être aussi flexible et malléable entre les mains de Dieu, et des fois aussi entre les mains de l'équipe, pourquoi pas, si elle est bienveillante. C'est quelque chose qui me paraît assez important et qui pourrait être un piège, hein, si on s'y refuse, si on pense qu'on est arrivé, qu'on maîtrise tout et puis que les gens doivent danser aussi un peu d'après notre rythme et tout. Donc voilà. Mais je me permets juste de le rajouter parce que c'est quand même là où finalement beaucoup d'équipes se cassent la figure. C'est quand
on ne fait pas tout le chemin que Jésus nous propose, que le Père nous propose dans notre cheminement aussi de sanctification, pour prendre le grand terme, c'est-à-dire de devenir de plus en plus saints, de travailler sur nos vies, d'évacuer les bugs et nos blessures et autres. Non, mais t'as très bien fait. T'as très bien fait d'ajouter ça. Puis je pense que c'est aussi des fois un piège. C'est le succès trop rapide. D'un coup, tu commences, il y a une idée, il y a du monde qui se greffe, on travaille, puis il y a des fruits, puis c'est chouette. Et puis d'oublier qu'on est toujours en chemin, qu'il y a quand même un travail de sanctification qui doit continuer. Et on peut vite tomber dans ces pièges-là, hein. Donc vraiment, merci d'avoir interrompu le flux pour dire il faut rajouter ça, c'était bienvenu. Euh, non, mais tu as bien fait. Et justement, peut-être j'arrive sur cette question, mais est-ce que on peut arrêter le travail d'équipe, ou plutôt quand justifier soit la dissolution d'une équipe ou alors des changements importants? Je ne parle pas juste d'une nouvelle personne ou bien quelqu'un qui transitionne vers autre chose, mais vraiment, ok, la saison est arrivée à un terme, notre travail d'équipe est mûr. Est-ce qu'on peut arrêter le travail d'équipe dans certains contextes? Et puis comment bien le faire si c'est le cas? Mhm. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Je dirais que globalement, oui, le travail d'équipe n'est pas forcément quelque chose qui est appelé à durer, même si on apprécie des fois qu'il puisse durer parce qu'on se connaît bien, on est peut-être rodé comme une équipe, hein, on a un moteur qui a fait ses preuves aussi, on sait qu'on peut appuyer sur le champignon puis ça répond bien. Enfin, on est des fois très content d'avoir quelque chose de fonctionnel. Mais des fois, effectivement, comme tu l'as dit, on arrive à la fin d'une saison, on arrive peut-être même dans la multiplication, en fait, la destruction ou l'arrêt d'une équipe, c'est courant. Si on n'est pas d'accord finalement d'arrêter les équipes ou même de démanteler les équipes pour en créer d'autres ou carrément pour arrêter, eh bien, quelquefois, la multiplication n'est pas possible. J'y reviendrai peut-être plus tard, mais c'est vraiment, à mon sens, ça fait partie même de cette logique du royaume de Dieu. Il y a par exemple ce texte dans Jean 12, 24 qui dit que si le grain qui est tombé en terre ne meurt pas, eh bien, il reste seul. Par contre, s'il meurt, eh bien, il se multiplie. Et puis après, il y a différents niveaux de multiplication qui sont possibles. Et si la multiplication, c'est la toile de fond dans laquelle on veut inscrire notre équipe, eh bien, à ce moment-là, la mort ou l'arrêt, finalement, par moment, peut être totalement juste pour arriver à multiplier. Après, la mort n'est pas toute simple hein, d'une équipe. On est des fois un peu orgueilleux peut-être de se dire que quelque chose doit s'arrêter. On réalise avec la vie humaine que c'est quelque chose qui est inhérent aussi, hein, qui est présent. Et c'est là peut-être la différence. Si on a une organisation, eh bien, c'est pas très compliqué d'arrêter une équipe. Allez, on suit la procédure de dissolution écrite dans les statuts. Et puis, voilà, c'est fait, en gros. Les liquidités, enfin, tout ça, c'est distribué selon les règles qui sont édictées au départ. Mais si c'est un organisme, là, c'est vite plus compliqué. On pense des fois aussi aux couples, hein, aux couples qui vivent un grounding. Ben, c'est aussi un travail d'équipe, une équipe qui se termine. Et là, ça fait mal parce qu'un organisme, on est connectés différemment ensemble. Et quand ça se déchire, ça saigne, ça fait mal. Il y a vraiment une blessure aussi. Et donc, c'est pas tout simple. On a vécu ça aussi dans certaines circonstances ou dans une équipe qui est devenue vraiment une équipe de ministère où on travaillait en équipe, vraiment, ça faisait longtemps, etc. Quand des personnes quittent l'équipe, eh bien, c'est pas tout simple de vivre ce processus d'une manière propre et d'une manière non blessante pour les gens qui sont là. Mais je dirais dans un contexte d'une vision d'envoi, on y est complètement habitué. Ça fait partie de la logique même d'existence de l'équipe qui va continuer à envoyer des gens. On envoie même les meilleurs parmi nous pour continuer à multiplier quelque part, si j'ose dire. Alors, ça ne veut pas dire parce on vous envoie que vous êtes forcément le meilleur, hein, mais des fois, ils en ont marre de vous simplement, puis ils sont contents que vous alliez faire autre chose ailleurs. Euh, mais, par contre, dans une dynamique de rassemblement ou d'attractionnel, dans un contexte attractionnel de nos églises et autres, mais on est vraiment dérangé par ces changements, par ces départs aussi, et c'est quand même, on est un organisme, et c'est blessant de vivre ces arrêts ou ces changements dans les équipes. Hein. Donc, c'est pas quelque chose de Ouais. simple, mais c'est comme si c'est quelque chose un peu d'incontournable quand même. Moi, je trouve fascinant quand je réfléchissais à cette question. Dans le contexte chrétien, souvent, on prend les actes comme un petit peu le blueprint et puis le modèle. Et puis, je trouve qu'une chose qui est difficile pour nos contextes en Occident, c'est que finalement, il n'y a pas la persécution qui impose l'arrêt des équipes. Parce que dans les actes, en fait, on voit très rapidement cette dimension. Ils ont dû partir, il y a tel qui a été tué,
Et alors la persécution, mais il y a aussi le Saint-Esprit qui conduit ça dans les actes où on voit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre que j'ai préparée pour eux. Donc, et on voit que finalement il y avait peut-être une plus grande aisance à vivre des arrêts d'une situation où il y avait un travail d'équipe qui était mis en place, il y avait voilà des arrêts, on change. Des fois c'était lié à des situations externes hors de notre volonté, des fois c'était poussé par le Saint-Esprit, puis des fois c'est juste la saison qui arrive et je trouve que c'est un des aspects du livre des Actes qu'on a plus de peine, encore une fois dans nos contextes, à intégrer parce qu'on a l'impression que c'est un peu, ben, on se met ensemble puis on sera pour toujours ensemble et puis il faudra qu'on soit toujours ensemble et puis on le vit, alors c'est vrai, comme tu l'as dit, avec beaucoup de justesse, il y a des défis, c'est pas simple, il y a du relationnel, il y a de l'émotionnel, il y a toutes ces choses qui sont affectées, mais j'ai l'impression que des fois on le voit comme un échec de devoir changer les équipes ou de devoir... Alors qu'en fait, on peut le lire aussi différemment, j'ai l'impression. Juste, ouais. Alors, il y a des choses qui, quand c'est de l'ordre des tensions relationnelles aussi dans les actes, hein, entre Paul et Barnabas. Barnabas, c'était pas simple. Il a fallu clarifier aussi entre Paul et Apollos, qui construit quoi, comment, etc. Il y a effectivement des fois des changements ou des interruptions de collaboration qui sont liées pour des choses dont on n'est pas hyper fier, peut-être, de prime abord. Et en même temps, Dieu utilise ça aussi. Je crois moi, j'ai vu des situations où, finalement, le fait de ne pas pouvoir travailler ensemble, et on le voit aussi dans les actes, finalement, Barnabas, il ne s'est pas arrêté, hein, puis Paul non plus, parce qu'ils ont eu un échec de travail d'équipe. Ils ont les deux poursuivis, finalement, et on a eu une démultiplication des forces, et probablement des équipes Mm. aussi, dans ce contexte, même si à l'origine, il y avait peut-être un champ de tension difficile à gérer, qui était pour un bout à l'origine de ça. C'est pas toujours la persécution extérieure qui a poussé Ouais. à la multiplication, mais aussi des fois des relations difficiles à entretenir sur la durée. Ouais. Ah, tout à fait, tout à fait. Et j'aimerais terminer avec une dernière question. On pourrait continuer longtemps. D'ailleurs, des fois, quand on se voit, on prend bien plus de temps que ça, mais pour le bien de chacun aussi, garder quelque chose de facile à consommer, entre guillemets. Euh, J'aimerais terminer avec cette question on arrive à mettre en place une Dream Team, vraiment une belle équipe, une chouette équipe, ça marche bien, on est content. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer l'équipe afin qu'elle reste une Dream Team alors que nous, ben, c'est peut-être une nouvelle saison. Donc là, je pense à comment est-ce qu'on accueille des nouveaux membres dans une équipe qui tourne bien, comment est-ce qu'on libère certains membres. Donc on n'est pas dans une type de fracture comme la question d'avant, mais plutôt une pérennité. Quels peuvent être deux, trois bons conseils pour avancer puis que ça reste une Dream Team? Ouais, excellent. Moi, je vous la souhaite, hein, la Dream Team à chacun, hein. Donc, c'est vraiment chouette de pouvoir travailler dans un contexte qui nous convient, je dirais, au mieux, qui est même entraîné, qui est huilé, entre guillemets, avec bien de l'esprit là au milieu aussi. Moi, je pense qu'il y a vraiment une définition un ADN commun, explicite, qui est central. Je- je- donc, un ADN, ce serait par exemple, euh, pourquoi est-ce qu'on existe? C'est quoi notre mission? Et comment est-ce qu'on a envie de vivre un peu la culture de cette équipe? D'avoir une culture qui est explicite, mais pas exclusive. C'est-à-dire euh, il y a des fois, on est tellement bien ensemble, ouais, mais tu sais, si tu veux rejoindre cette équipe, ça serait tellement long pour tout expliquer, etc. Donc ça, c'est les Mm. équipes plutôt exclusives. Enfin, c'est difficile d'accès, on n'arrive pas bien à renouveler. Mais d'avoir un ADN simple, d'avoir quelques principes qui sont basés sur les relations, par exemple, moi j'aime beaucoup la notion de culture de l'honneur. Il y a des amis en Suisse romande qui ont développé un peu ce concept. Et honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui est très libérateur et en même temps très honorant, donc très inclusif, très accueillant en même temps. Donc ça, c'est juste au niveau des principes de base. Nous, on a compris que quand on prend régulièrement, on fait ça chaque année, on prend un week-end avec nos équipes, avec chaque équipe, et on partage sur le plan personnel. On le fait aussi pendant l'année, mais là, pendant le week-end, on se donne plus de temps. On écoute aussi Dieu les uns pour les autres, on prie les uns pour les autres, on prend vraiment du soin les uns envers les autres. En fait, on développe un matelas relationnel relativement épais qui fait que pendant l'année, quand on n'a pas ces temps d'arrêt comme ça, puis qu'on tombe de très haut, eh bien, ça fait pouh, c'est amorti et puis on se Mm. relève et on continue. Hein. C'est pas sur du dur direct parce que de toute façon, je ne sais pas ce que l'autre y vit. Peut-être qu'il vit vraiment des difficultés en plus. Et donc, ça veut dire aussi une culture où on se donne accès les uns aux autres, où on permet aux Mm. autres aussi de voir nos forces, nos moments où on est hyper proche de Jésus et tout ça, puis des moments où on galère, quoi, où ça va pas bien, on a été traché sur un sujet, ou peu importe, dans le couple, c'est plus difficile, etc.
Donc, de se donner accès les uns aux autres, ça permet de créer une équipe qui peut aussi se renouveler parce qu'en fait, on est dans une réalité relationnelle. On ne doit pas être les meilleurs amis du monde. On n'a pas besoin de forcément être... mais c'est mieux si on l'est, évidemment, mais ça peut fonctionner aussi si on est simplement en plein respect les uns des autres et puis qu'on connaît finalement ce que les uns et les autres y vivent. L'idée de vouloir le meilleur pour chacun, c'est vraiment aussi une des caractéristiques d'une équipe qui est gagnante, d'une dream team, parce que les succès des uns vont être nos succès aussi, les échecs des autres vont être aussi nos échecs. Donc, on partage vraiment beaucoup de choses. Évidemment, quand une personne rejoint une équipe, il y a tout un processus. Vous connaissez certainement, tu connais principalement ce cycle forming, storming, norming, performing. C'est les éléments qu'on enseigne des fois dans les écoles de leadership. Il y a une phase de forming, une phase de mise en équipe où on est en train de se dire l'ADN, on est en train de se dire qui on est en train de se dire l'objectif, comment est-ce qu'on vit les choses. Mais de toute façon, il y aura du storming. De toute façon, il y aura des tensions relationnelles, circonstancielles, ministérielles, et plein de choses qui vont arriver, des tensions qu'il va falloir résoudre. Alors on pourrait s'arrêter là, on pourrait prendre la tangente et puis stopper le travail. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les couples à l'heure actuelle. Là, on a essayé, on n'a pas pu, enfin tant pis. Mais on pourrait aussi passer à la phase de résolution de ces stormings, qu'on appelle d'ailleurs du norming. On renorme, on redéfinit comment est-ce qu'on veut travailler ensemble. Et finalement, on peut rentrer dans un performing. C'est pas lié à de la performance, c'est juste l'équipe est au mieux de ses possibilités à nouveau. Hein. Donc là, le fait d'accueillir de nouvelles personnes, à chaque fois que vous accueillez une nouvelle personne, on recommence le cycle au début. Alors moi, c'est dans un couple aussi, hein, quand un couple a un bébé, par exemple, on était bien les deux, on est bien régulé tout ça, nos storming, on a un peu bossé dessus quand même, on a normé tout ça, puis paf, il y a un enfant qui arrive, et tant mieux, nouveau storming, qui c'est qui se lève la nuit, qui c'est qui s'occupe de, enfin, voilà, etc. Et on recommence à devoir normer un certain nombre de choses. Et c'est totalement normal. Pareil quand une personne quitte l'équipe. C'est comme si on est assis, l'image qui peut être donnée, c'est un peu le bateau pneumatique, on est tous assis répartis un peu sur le boudin tout autour. Il y a une personne qui s'enlève, et bien tout le bateau commence à bouger parce que l'équilibre n'est plus en place. Il faut bouger un peu les places, chacun se réassied un peu différemment autour autour de ce bateau. Et c'est une bonne image, je pense, qu'on enlève ou qu'on rajoute une personne, ça implique pour tout le monde de se repositionner et puis de pouvoir être prêt à accueillir finalement, donner de la place à une personne qui viendrait ou bien de resserrer les rangs quand une personne quitte l'équipe. Dans notre contexte, on a dû apprendre à comment bien quitter. Et on l'enseigne, on le partage vraiment parce qu'on part du principe qu'on n'est pas éternellement ensemble. Et de bien quitter, c'est par exemple de proposer d'être libéré. Ça peut être quelque chose. Donc moi, je sens que dans tant de temps, j'aurai une nouvelle réalité qui va intervenir dans ma vie. J'aimerais vous soumettre la pensée d'éventuellement me retirer de l'équipe, peut-être progressivement, etc., et d'avoir une transition dans laquelle on va tous bien vivre ça. Et les gens vont pouvoir explicitement dire oui, je te libère pour ce nouveau mandat que Dieu te confie. On est trop content même pour t'envoyer. On va se réjouir de ce que Dieu a pour toi pour la suite. Alors que dans le fond, ça représente une vraie perte pour l'équipe, en quelque sorte. Et de développer une culture de l'arrivée et du départ d'une manière un peu plus explicite, un peu plus pas codifiée, mais parce qu'il n'y a pas besoin de rendre les choses très lourdes, mais d'avoir quelques principes qui sont en place. C'est vraiment une bénédiction pour bien vivre, surtout dans une dynamique où on veut la multiplication. Je pense à une certaine église qui est en train d'implanter aussi sur Genève en ce moment. Il y a certainement des excellentes personnes de Lausanne ou d'ailleurs qui vont peut-être aussi s'impliquer dans ce projet. Pour Lausanne, ça peut être difficile de perdre, entre guillemets, ces gens. Et en même temps, il y a cette joie de voir quelque chose se multiplier. Donc, il y a toujours un peu les deux dans ces processus. Je sais pas de quelle église tu parles, mais on leur souhaite un... Merci. Et je crois que, je pense qu'on pourrait pas finir sur mieux que cette notion de comment bien finir, quelques idées pour bien finir. Et je pense que ça connecte bien aussi avec ce qu'on avait dit avant, c'est-à-dire de comprendre finalement cette dimension missionnelle, cette dimension de multiplication, et que le but de l'équipe, la finalité, c'est pas juste de rester tous ensemble, mais de pouvoir performer, continuer. Et du coup, ça nécessite qu'on inscrive dans nos fonctionnements des principes pour bien finir, justement. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour ça. Christian, je vais
te laisser là. Merci pour ton temps, pour ces réponses, pour la richesse. J'ai pris pas mal de notes moi-même, ça m'a vraiment fait du bien. Et ça m'a aussi suscité deux, trois réflexions pour moi, pour ce que je vis avec mes équipes. Donc un grand merci à toi. Euh, Comment est-ce que les gens peuvent rester connectés avec toi, te suivre, découvrir un peu plus de ce que tu fais? Tu as parlé de beaucoup de différentes casquettes. Comment est-ce que les gens peuvent rester connectés avec Christian? Alors, je suis sur les réseaux sociaux, je ne suis pas caché, je ne suis pas quelqu'un qui nourrit beaucoup, qui poste beaucoup de choses. J'ai aussi des rôles qui ne permettent pas forcément d'être trop actif, je dois faire un peu attention, mais en même temps, je suis accessible volontiers par les réseaux sociaux. Je suis aussi volontiers disponible par téléphone, par email, par tout ce qu'on veut, les anciens moyens et les nouveaux. Euh, j'ai regardé l'autre jour, sur 27 canaux différents, on peut m'atteindre, donc je ne crois pas que je sois trop reculé. Threema, Signal, Terminal, tout ce qu'on veut, WhatsApp et autres, n'hésitez pas. Avec grand plaisir, connecter avec la Suisse romande et au-delà. Trop bien. Bah, écoute, merci Christian. Bonne suite de journée à toi. Et puis à très vite. Ouais, au plaisir. À bientôt.